ensuite, je crois que ce qui est intéressant, c'est que les anniversaires ont stimulé les recherches. En particulier le 150e anniversaire de Jaurès. J'ai dit qu'il aurait eu 85 ans quand je suis né, mais là, évidemment, en 2009, il aurait eu 150 ans, c'est un peu trop. Et j'étais à ce moment-là en contact avec les éditions Privat, où j'avais publié quelques livres, et Patrick Cabanin, qui dirigeait une collection, me dit « Rémi, il faudrait que tu nous fasses quelque chose sur Jaurès paysan ». Donc voilà, Jaurès paysan, 2009. Hein, c'est un essai un petit peu concernant toute cette action de Jaurès en faveur de la paysannerie. Et dans la foulée, j'ai publié un autre livre avec Jean-Michel Ducomte, qui est mon ami, et qui a été longtemps président de la Ligue de l'enseignement, des fédérations des œuvres laïques, etc. Donc il y a tout l'aspect laïque de Jaurès qui m'intéressait beaucoup, parce que Jaurès a été fondamental pour les lois laïques, en particulier la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, qu'il a réussi à faire voter parce qu'il en a fait une loi généreuse, une loi de tolérance et de fraternité, et non pas une loi de combat contre les catholiques ou d'autres religions. C'est ça qui était fondamental chez Jaurès, c'est toujours le souci de rassembler autour des idées généreuses qu'il pouvait pratiquer. Alors donc, justement, cette période, 1905, lui a donné l'occasion de travailler avec les radicaux. Les radicaux, les rapports de Jaurès ont toujours été compliqués. Au départ, il était assez proche, mais il trouvait que Clémenceau était un peu trop agressif à l'égard de Jules Ferry, qui était un peu un grand exemple pour Jaurès. Puisque Jaurès, lui, était un républicain de souche. Il considérait que la République était un régime qui permettrait le progrès en étant une république de plus en plus démocratique et de plus en plus sociale. Tandis que beaucoup de socialistes de son époque étaient surtout des révolutionnaires qui voulaient abattre la République en définitive et constituer autre chose. Et non, 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 nous nous inscrivons dans la République, nous nous présentons aux élections, nous voulons avoir de plus en plus d'élus pour peser sur la destinée de la République. Et donc, alors ensuite, Jaurès a beaucoup travaillé avec Émile Combes, qui était d'ailleurs, comme lui, un fan de Castres. Enfin, c'est à 10 km de Castres, alors que Combes était des Combes. Combes qui a été souvent critiqué justement pour un certain sectarisme, mais quand on l'étudie de près, on se rend compte que c'était pas trop le cas. Enfin, il était peut-être un peu plus agressif à l'égard de l'Église. Il faut dire aussi que l'Église avait à la fois profité de la République, puisque les curés étaient payés, c'était le Concordat qui remontait à Napoléon d'ailleurs, mais le Concordat était devenu, comme ça c'est Clémenceau qui l'a dit, un discordat, puisque les curés prêchaient, et, surtout au moment des élections, pour ne pas voter surtout pour la gauche. Donc c'était un peu normal que Combes, par les lois sur l'enseignement, etc., les critique, mais ensuite, donc Jaurès a travaillé à la fois avec lui, mais n'a pas hésité à le critiquer. Et surtout, une fois que la loi de 1905 a été votée, Jaurès a dit, ben maintenant il faut passer à autre chose. Il faut faire voter d'autres réformes importantes, en particulier l'impôt sur le revenu. Et surtout, puisque on commençait à entendre des bruits de bottes et la course aux armements se déchaîner, et il dit, attention, la guerre menace, il nous faut lutter pour la paix, ce qui a été son grand combat. Il a des morts, il a été le premier mort de la guerre, et sur ses monuments, il a toujours écrit « Apôtre de la paix »,
quitte à oublier peut-être ce qu'il a fait d'autre et qui a été très important. Donc, Jaurès a été l'objet à ce moment-là de beaucoup de publications. Et moi, j'ai publié ce qui m'intéressait. Et surtout, j'ai eu la chance de pouvoir publier un travail unique. Alors, j'ai fait ça avec plusieurs collègues, dont mon ami Rémi Casals. Parfois, on nous confond parce que nous nous appelons tous les deux Rémi. Il n'y en a pas beaucoup de Rémi, mais bon, quand même, rien que dans la mouvance Jaurès, on est deux. Et ce sont les articles de Jaurès dans le journal La Dépêche, qui commence en 1887, le 21 janvier 1887, et qui se termine le 30 juillet 1914, évidemment, quand Jaurès a été assassiné le 31, et son dernier article dans La Dépêche le 30. Il y a 1312 articles de Jaurès. Quasiment toutes les semaines, il publiait un article en première page. On dit un éditorial, ce n'est pas des éditoriaux, puisque il n'était pas dans la rédaction de La Dépêche, mais il était une signature, et il y en avait d'autres. Clémenceau, on a publié aussi un bouquin sur Clémenceau, un certain temps, même si Jaurès ensuite s'est opposé à lui. Donc, et ce sont des articles, je dirais, qui concernent non seulement la politique, mais la société qui en est liée, et également la littérature, l'art, puisque Jaurès c'est un esprit universel. Hein. Léon Blum, qui a été son fidèle, son plus grand fidèle, on peut dire, celui qui a d'ailleurs inscrit son action dans l'histoire, plus que lui, puisque lui, étant assassiné, n'a pas pu participer au gouvernement de Front Populaire, auquel il aurait certainement participé s'il avait vécu. Et Blum disait, je n'ai rencontré que deux esprits absolument universels, Albert Einstein et Jean Jaurès. C'était des hommes qui étaient capables de capter toute la culture scientifique, historique, littéraire, psychologique, mais religieuse aussi. Jaurès était quelqu'un vraiment ouvert à toute la culture. Et on s'en rend compte en lisant ces articles. Et bon, alors, on a critiqué ce bouquin en disant c'est un fouillis, forcément, parce que c'est échelonné sur 30 ans, et Jaurès traitait tous les sujets. Mais on peut puiser dedans, et on peut comparer aussi, on peut voir sur un événement, où on peut repérer, on a fait des index de personnes et de lieux qui permettent de situer. Bon, si je prends Groyer, par exemple, pour faire plaisir à notre ami Hassan, je suis sûr que je trouverai 7 ou 8 articles où Groyer est impliqué, soit dans des grèves, soit dans des élections, ou d'autres phénomènes. On va le faire par curiosité. Vous allez voir que ça marche. Index des noms de lieux. J'espère que je ne vais pas être démenti. J'ai Groyer. Alors, il y a 10 occurrences dans ce bouquin sur Groyer. Si je prends évidemment Carnot, il va y avoir 50, tout ça. Mais je suis plus fier de ce recueil que nous avons fait que de mes propres livres. Alors, évidemment, c'est un bouquin qui avait une certaine valeur marchande, ce qui fait que... Mais il y a des gens, parfois modestes, qui l'ont acheté pour l'avoir. Il s'est bien présenté, il peut même se mettre sur la cheminée, mais évidemment, c'est surtout un livre de bibliothèque, c'est un livre de fond, de base. Bon, alors, ça c'était en 2009. Et en 2014, évidemment, centenaire de l'assassinat, 150enaire de l'assassinat, et donc, non, c'est centenaire, pardon, je finis par mélanger les choses. Donc, ça a été de nouveau une floraison de livres, par exemple, celui de Rémi Casals, qui est paru en 2014, je crois, non, en 2017.
Enfin, c'était dans la foulée, où celui-là, Gilles Canda et Vincent Duclerc, inspecteur général, celui-là est paru en 2014, février 2014. C'est la somme la plus à jour sur Jean Jaurès que je peux recommander. Alors, je crois que à ce moment-là, en 2014, j'étais déjà à la retraite. Et il faut dire que j'ai pu me lancer dans les publications et dans l'animation Jaurès par le fait que j'avais quitté ma charge. J'étais président de l'université. Après ma présidence, j'ai repris tout à fait modestement mes cours avec mes collègues. Je n'ai pas demandé des missions internationales comme beaucoup d'anciens présidents, mais j'étais un peu plus disponible pour faire ces recherches et surtout pour lancer ce que nous avons fait en 2011 avec un grand journaliste de la Dépêche qui s'appelait Jean-Jacques Rouche et avec René Yoret, qui est toujours le secrétaire de l'association des amis de Jean Jaurès à Toulouse. À Toulouse, il n'y avait pas d'association spécifique consacrée à Jaurès. Alors que dans le Tarn, et c'est normal, et il y en a 3 ou 4, notamment à Cordes-sur-Ciel, dont le maire était Paul Quilès, dont on a beaucoup parlé ces jours derniers. À Castres, à Carmaux, à Albi, il y a toute, je dirais, une empreinte de Jaurès qui est très forte dans le temps. À Toulouse, l'empreinte existe, puisque Jaurès a été quand même professeur à l'université, à la faculté des lettres, on disait à cette époque-là. Ma fierté aussi, c'est d'avoir lancé l'idée de baptiser notre université, Université Jean Jaurès. Parce que des écoles Jaurès, il y en a plein. Des collèges, il y en a, Jean Jaurès, il y en a un peu moins. Des lycées Jean Jaurès, il y en a encore un peu moins. Et des universités Jean Jaurès, il n'y en a aucune. Il n'y en avait aucune. Et il fallait une forte majorité, 66%, pour changer le nom. Moi, je n'ai pas pu le faire, parce que je n'avais pas les 66%. Il me manquait une ou deux voix. Et c'est un de mes anciens étudiants et nouveau président, en 2014, qui a réussi cet exploit de baptiser l'université Jean Jaurès. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est une continuité, c'est une ambiance. Alors, que fait l'association des amis de Jaurès à Toulouse, qui nous occupe et qui fait que nous travaillons ensemble aujourd'hui? Je crois que j'ai suivi un petit peu la voie tracée par Jean-Jacques Rouge, c'est-à-dire une présence dans la presse, une présence dans les médias, une présence auprès de la jeunesse, puisque nous avons fait beaucoup d'actions en direction des lycées, des collèges, etc. Et l'organisation de conférences et de colloques. Et là, je crois que depuis donc Jean-Jacques Rouge, hélas, nous a quittés en 2015, et il avait eu le temps de me passer un petit peu le témoin comme président de l'association. Nous avons une activité qui a résisté même au Covid, parce que nous avons réussi à faire comment on dit, des zooms, des choses en distanciel, hein, plus officiellement on appelle ça. Et ce n'est que depuis quelques semaines que nous reprenons nos activités en présence du public. Justement dans l'amphi Jean-Jacques Rouche, puisque M. le maire de Toulouse a consenti à baptiser une salle qui est consacrée à la laïcité et à la diversité. Donc ça c'est du Jaurès, je dirais, tout pur. Hein. Donc cette action, nous la menons ensemble. Nous avons plusieurs centaines d'adhérents. Tous ne sont pas à jour de leur cotisation, mais on va l'obtenir. Nous sommes aidés par toutes les collectivités locales, ça c'est quand même un bon signe. Nous sommes aidés par la municipalité de Toulouse et la métropole. Nous sommes aidés par le conseil départemental et les présidents successifs, Pierre Izard et Georges Méry, ont été fervents supporters de notre association. Et nous sommes aidés aussi par la région, à travers Malvy et Carole Delga. Nous avons toujours eu des accueils. Vous savez qu'une devise de
Jean Jaurès concernant l'humanité. Hein. Il n'y a qu'une seule race, c'est l'humanité. Elle est en lettres énormes sur la façade du conseil régional. Tout ça, c'est très... Et un buste de Jaurès est situé à bonne place dans cette assemblée. Donc, je crois que nous agissons pour que l'action de Jaurès, ses positions, ses propositions, ses pensées puissent être connues et puissent surtout être un point d'accroche de l'actualité et des combats qui sont toujours menés un peu dans son sillage, dans la voie qu'il a pu tracer. Hein. Alors nous avons organisé un certain nombre de colloques, je crois que nous sommes à 5 colloques, un sur Jaurès et Clemenceau, puisque c'était à la fois son partenaire et son adversaire. Là, j'avais fait évidemment une communication sur le problème des vignerons, puisque c'est là qu'ils se sont opposés peut-être le plus. Ensuite, Jaurès et le journalisme, la presse, puisque Jaurès a été un grand politique, mais aussi un grand journaliste, un homme d'écriture, un homme de parole et un homme d'écriture. Ensuite, la guerre de 14, la guerre et la paix, très grand colloque qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, au conseil régional. Et Jaurès et l'école, l'éducation, ça c'était au conseil départemental. Et un autre qui a eu lieu à Toulouse, dans des locaux municipaux, sur Jaurès et les femmes. Donc si vous voulez, on n'a pas arrêté d'organiser des manifestations qui n'ont pas été simplement des commémorations. Alors tous les 31 juillet, ou des fois le 30, nous allons, avec le maire de Toulouse, ou un adjoint, déposer une gerbe spéciale de l'association au monument de Jaurès, place du jardin du Capitole, place de Gaulle d'ailleurs. Hein. Et il va y avoir bientôt un colloque à Castres, parce qu'on n'est pas les seuls, on a des colloques sur De Gaulle et Jaurès, hein, qui ne se sont pas rencontrés, mais enfin, qui se sont rencontrés sur un certain nombre de thèmes, tels que la recherche de la paix et la patrie, la conception de la patrie, de la nation. Donc, je vais y participer, bien entendu, pas par mes recherches, parce que c'est un secteur que je n'ai pas travaillé, mais je vais présider une séance. Je crois que nous sommes en liaison et nous travaillons ensemble. Donc, voilà un petit peu comment je vois à la fois ma motivation pour les études jaurésiennes. Je n'ai pas abandonné d'ailleurs d'étudier ni la viticulture, la vigne et le vin, ni l'histoire du rugby, et puis surtout d'aller suivre les championnats nationaux et internationaux. Je suis un fervent supporter du Stade Toulousain, sur lequel j'ai écrit également. Mais Jaurès fait partie de ma vie de travail et fait partie de ma vie personnelle aussi, puisque je pense, je peux dire, presque tous les jours à lui, qu'est-ce qu'il aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait fait face à tel événement, face à telle manifestation d'intolérance, de racisme, de réaction au sens de contrarier le progrès, puisque toute la vie de Jaurès a consisté à rechercher le progrès de l'humanité, c'est ce qu'on peut dire. Alors maintenant, si vous voulez, on peut essayer de réfléchir ensemble à la pensée de Jaurès. Hein, et Jaurès, il ne faut pas l'oublier, est un philosophe. Alors, là aussi, on peut imaginer que si c'était investi à fond dans la philosophie, il aurait eu le temps d'écrire un article et non plus de développer son action politique qui est, je dirais, assez stupéfiante quand on prend son agenda, quand on reconstitue son agenda, c'est assez stupéfiant.
Et il peut servir d'exemple sur le plan politique à beaucoup de gens, puisqu'il était tout le temps en train de conserver le contact avec ses électeurs, faire des comptes rendus de mandat, des assemblées où les gens pouvaient s'exprimer, etc. Donc, Jaurès était un philosophe très intéressant, puisqu'il a, je dirais, dans sa formation de philosophe, mêlé le spiritualisme et le matérialisme. Je crois que c'est certainement un domaine qui a été travaillé par un certain nombre de gens, M. Grousselat par exemple, ou M. Jordi Blanc que vous connaissez. Et donc, il a passé l'agrégation de philosophie, il n'a été que, alors qu'il était major premier du concours d'entrée à Normal Sup, qui était déjà un exploit tout à fait remarquable. En 1881, il a été le troisième à l'agrégation de philosophie. Le premier, tout le monde l'a oublié. Il s'appelait Les Bazeilles, il a été écrasé par une voiture. On ne sait pas ce qu'il aurait donné. Le second, c'est un des plus grands philosophes français du XIXe siècle, c'est Bergson. Et Bergson, donc, ils étaient amis avec Jaurès, mais ils se disputaient constamment. Bergson était plutôt branché sur le spiritualisme, je dirais, pur. Alors que Jaurès, tout de suite, a fait intervenir des éléments de matérialisme dans sa philosophie. Et donc, je pense que la pensée philosophique a irrigué la pensée politique de Jaurès. Hein. Alors, moi, si j'essaie de résumer la pensée politique de Jaurès à ce que j'ai pu en retirer pour moi-même et pour aussi le militant que j'ai été, le militant socialiste que j'ai été, et l'élu, puisque j'ai été quand même élu entre 1989 et 2010, donc pendant une vingtaine d'années, au niveau local et régional, j'avais le temps de m'inspirer de Jean Jaurès. Hein. Je crois que sa philosophie est essentiellement une philosophie de la solidarité et de la fraternité des hommes et des femmes. Je pense qu'il y a chez lui une réflexion très forte sur le progrès de l'humanité et la façon d'arriver le plus tôt possible à améliorer ce progrès. Et Jaurès a adhéré au socialisme parce qu'il a eu l'expérience lui-même de l'insuffisance du combat républicain proprement dit, et même du combat des radicaux par la suite, c'est-à-dire des réformes partielles dans le cadre du régime républicain. Il a pensé qu'il fallait aller plus loin, et c'est pourquoi il s'est proclamé collectiviste. Mais un collectivisme qui respectait l'individualisme privé. C'est pourquoi d'ailleurs c'est intéressant de voir comment il a travaillé sur le monde paysan, parce que les paysans sont spontanément réticents envers le collectivisme. Ils sont attachés à la propriété de leurs terres. Et Jaurès l'a senti. Et cette propriété sera respectée. Et par contre, nous encouragerons la coopération, par exemple. La coopération pour le conditionnement des produits et la vente des produits. Donc, si vous voulez, il y a toujours cet effort de rassemblement et de progrès. Je crois que c'est ce qu'on peut, c'est ce que j'ai retiré. Alors, en ce qui concerne le rapport de Jaurès avec la religion, Jaurès n'a jamais renié l'apport du christianisme à la civilisation française et à la civilisation européenne. Et lui-même a retiré du christianisme un grand nombre de ses positions. Il ne l'a jamais écarté. Bon, même si nous savons que c'est à son adolescence qu'il a perdu la foi dans les dogmes catholiques. Jaurès ne s'est jamais proclamé athée.
Jaurès, il a fait des cours spéciaux sur Dieu, y compris des cours publics, et non pas réservés uniquement à ses étudiants. Malheureusement, on n'a pas récupéré le texte. Jordi Black a réussi à récupérer, à publier le cours de philo au lycée d'Albi, mais le cours public sur Dieu, on n'a que quelques bribes, quelques éléments recueillis, et quelques allusions, mais qui étaient brillants. Je pense que là, d'autres que moi peuvent parler plus facilement sur le Dieu de Jaurès, je dirais. C'est un Dieu qui est lié au progrès, justement, qui est lié à l'humanité. C'est un principe plutôt qu'une incarnation. Mais je ne veux pas m'aventurer trop là-dessus. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que Jaurès ne s'est jamais comporté vis-à-vis des religions d'une manière sectaire, en disant il faut éradiquer les religions. Sa laïcité est une laïcité de respect, c'est une laïcité de reconnaissance. Et la loi de 1905, la grande intervention de Jaurès qui a fait basculer la majorité de la Chambre des députés et le Sénat surtout, qui pouvait résister et empêcher. Le Sénat a empêché le vote de la loi sur l'impôt sur le revenu pendant 20 ans. La Chambre l'a voté en 1895, il a été adopté en juillet 1914, l'impôt sur le revenu. Ça ne vous dit rien, hein, ça représente des luttes. Eh bien, en ce qui concerne la séparation de l'État, je crois que la Chambre l'a voté en juillet 1905 et le Sénat l'a ratifié le 9 décembre 1905. Et ça, je crois que c'est, on cite toujours Combes, mais Combes avait quitté le pouvoir, on cite toujours Aristide Briand, et on a raison, parce que Aristide a beaucoup travaillé dans beaucoup d'articles de cette loi, mais c'est quand même Jaurès qui a rassuré les chrétiens sur l'exercice des cultes, puisque l'article 1er, c'est justement le respect et le fait que la République assure la liberté des cultes. Hein, et on cite souvent uniquement l'article 2, qui est la République ne salarie ni ne subventionne aucun culte. C'est exact, mais quand même, grâce à l'article 4 de la loi, la République s'occupe d'entretenir les bâtiments et les ministres des différentes religions ont toute liberté pour organiser le culte dans les bâtiments qui sont mis à leur disposition. Alors évidemment, il y a eu des difficultés parce que le pape Pie X a été, on peut dire qu'il a mis les bâtons dans les roues, parce qu'une grande partie de l'Église, et en particulier l'archevêque d'Albi, j'ai oublié son nom, Monseigneur, était favorable à la loi de 1905, mais bon, tout mis au pape, c'est la discipline de l'Église, ils l'ont combattu. Et Jaurès jusqu'en 1907-1908, a trouvé des moyens je dirais, provisoires, en attendant que la loi soit acceptée, ce qui s'est fait d'abord sous Pie XI en 1924, et puis de plus en plus, aujourd'hui, les princes de l'Église, on peut dire, se proclament tous laïcs et attachés à la loi de 1905, parce qu'elle a garanti l'existence et la pratique des religions. Alors évidemment, on peut aujourd'hui, étant donné que le problème de la religion musulmane et de l'islamisme conçu de manière agressive est instrumentalisé par beaucoup de politiques actuelles, et je ne veux pas citer de nom, enfin vous les avez en tête, on regrette que la loi de 1905 ne soit pas spécifiquement consacrée au culte musulman. Le culte musulman est inclus en général, mais évidemment, si Jaurès avait pu prévoir tout ce qui s'est passé depuis, les immigrations, etc., peut-être aurait-il été un peu plus attentif à ce culte particulier. Mais en tout cas, le cadre de l'exercice des religions est défini et je crois qu'il ne faut pas le remettre en cause.